présente. Alors, donc, nous allons aujourd'hui parler des ovnis, mais de manière très sérieuse, avec une personne extrêmement sérieuse aussi. Il s'agit de Christian Marchal. Christian Marchal qui est sorti majeur de sa promotion en Polytechnique, si je ne me trompe, ça, et qui a été professeur. Alors, rappelle-moi précisément de quoi. J'ai été professeur 4 ou 5 fois. 4 ou 5 fois, mais la dernière. De mathématiques appliquées, de mécanique céleste. Est-ce qu'on l'entend bien? Mécanique céleste, mathématiques appliquées, etc. Au bout, ça doit être Dieu. Et qui a travaillé donc aussi à l'ONERA, entre autres. Voilà. Donc, il a participé évidemment, disons, à ce fameux comité. C'est toi qui le présidais ou bien tu étais participant? Tu étais participant? Le c'était le général Letty. Le général Denis Letty. D'accord. Et donc, il faisait partie donc, de ce comité qu'on appelle Cometa. Et il est à l'origine donc de l'article qui est paru dans ce journal. Alors quel est le numéro de VSD là? Parce que ça pourrait être intéressant que les gens puissent savoir. D'accord, mais ça serait intéressant de le dire si tu veux. Ce serait intéressant de le dire aux personnes qui vont voir sur le site là. Alors le rapport a été commencé en 1996, on a mis 3 ans pour le rédiger. Il avait été demandé par un président de la République, c'est un autre qu'on a eu. D'accord. Quel président l'avait demandé? Mitterrand. François Mitterrand? Oui, mais ça ne m'intéressait pas. Oui, je sais bien, je sais bien. Enfin, en tout cas, il a été demandé par François Mitterrand et c'est un autre qui l'a reçu. En juillet 1999, et dans les 3 semaines qui ont suivi, à peu près la moitié des journaux du monde en avaient parlé, et quand ils n'avaient pas posé en extinction quelquefois. À un détail près, aucun journal des États-Unis n'en a parlé. Et on a des critiques des États-Unis dedans. C'est vraiment la raison. Alors, sur la première page, À quoi doit-on se préparer? La première page, vous avez une photo très célèbre. C'est cet objet qui sort. Alors voilà comment ça s'est passé. Ça se passe au Costa Rica. Le Costa Rica, c'est le pays le plus développé de l'Amérique centrale. Tous les 3 ans, ils refont la carte du pays avec un avion de l'Institut géographique national qui prend des photos systématiquement de façon régulière. Et alors, quand on prend des photos, 2 ou 3 photos du même endroit, sachant l'altitude de l'avion, on sait l'altitude de l'endroit. Et dans l'une des photos, mais alors après tout, une fois rentré, une fois terminé, ils ont constaté qu'il y avait cet objet sur l'une des photos qui semble sortir du lac de Côte. Du lac de Côte, C-O-T-E, c'est le nom du lac. C-O-T-E. C-O-T-E, Côte. Oui. Alors, on a essayé par 36 procédés de voir si la photo avait été truquée ou des choses comme ça. Aucun problème, elle est parfaitement normale. Bon, on ne sait pas ce que c'est. Il y a beaucoup de choses de ce genre. Alors là, j'ai les photos des premiers témoins que nous avons vus et interrogés et ils posaient des questions pièges. Le président Mitterrand a demandé de faire un rapport. Je ne savais pas. Apparemment, c'est Chirac qui l'a eu après. Oui, c'est Chirac qui l'a eu. Et voici donc un certain nombre, c'est des pilotes en général. Et ma foi, on ne pouvait pas ne pas dire qu'ils étaient sérieux.
ils décrivaient, ils prenaient le relevé. Et ce qui est le plus impressionnant, ce sont des phénomènes bizarres comme ça, que les radars aussi enregistrent. Et quand vous avez à la fois des témoins oculaires et des enregistrements radar, ça devient difficile de dire qu'il y a plus. C'est pas sérieux. On compare l'étude des ovnis à celle des météorites. Phénomène fugace, imprévisible, parce que il y a des sciences d'expérience. Hein. On fait ceci, on reproduit l'expérience, tout le monde se met d'accord. Bon. Il y a des sciences où on ne peut pas faire d'expérience, comme l'astronomie. On fait des observations. Et l'observation collective est prévue d'avance, qu'on arrive à prévoir d'avance, vaut expérience. Et par contre, pour les météorites, ce n'est pas le cas. Et tout au long du XVIIIe siècle, quand un témoin, généralement un paysan, disait « j'ai vu tomber une pierre du ciel », on lui disait « c'est pas sérieux, il n'y a pas de pierre dans le ciel, donc il n'y a pas de pierre tombée du ciel ». Et il a fallu un événement particulier, un météorite cassé en 3000 morceaux qui a dévasté la région de l'Aigle dans le département de l'Orne pour que l'Académie des sciences envoie Biot, Jean-Baptiste Biot, pour faire un rapport sur la question. Et il a fait un rapport de détective. Et depuis, les météorites sont rentrées dans la science. Mais, elles sont rentrées dans la science? Bah oui, on ne pouvait plus nier que c'était sérieux. Il y a des dessins de maisons dont le toit est effondré parce qu'elle a reçu un météorite, etc. Et puis, il a fait des tas de choses comme ça. Mais dans l'Antiquité, c'est les météorites. Mais les météorites, on les connaît toujours. Hein. On n'y croyait pas. Mais l'Académie des sciences refusait d'y croire. Mais dans l'Antiquité, dans la mythologie grecque, il semble qu'on parle d'objets tombés du ciel, de choses comme ça. Oui. Ah oui, mais dans la mythologie grecque, il y a bien des choses qui sont des inventions. Alors, mais donc toi tu dis qu'aujourd'hui c'est pris au sérieux, c'est-à-dire cette histoire d'OVNI c'est pris au sérieux? Parce que moi c'est pas l'impression que j'ai en fait, j'ai le sentiment que... Je parle du catalogue de Weinstein, oui, qui relève plusieurs centaines de... Alors c'est donc d'avant ça, donc c'est il y a 20 ans quoi. Relevait plusieurs centaines d'observations argumentées et collectives, inexpliquées, dont plus de 100 avec conformation radar. S'il y en avait 5 ou 6, là, c'est multiplié par 100, oui, c'est sûr que ça... Aujourd'hui, on en est au double à peu près. Au double. Excusez-moi, mais si j'ai bien compris qu'au 19e siècle, on croyait maintenant aux météorites, pas des ovnis, je parle de météorites. Oui, l'observation de Jean-Baptiste Biot, ça doit être 1808. Ah bon. Je sais que la fameuse pierre noire de la Mecque, en fait, c'est un météorite. C'est une météorite. C'est un météorite. Oui, mais c'était un météorite qui était là depuis très longtemps. Ce n'est pas la même chose. Alors là, je vais vous lire un cas qui est particulièrement... Maintenant, tu parles des ovnis, des météorites. Tu parles des ovnis? Non, je parle de l'OVNI. Ça s'est passé donc le 31 juillet 1995. C'est pour ça que c'est dans le rapport, bien sûr. Ça se passe en Argentine. Un avion de l'Aerolíneas Argentinas AR-674, un Boeing 727, arrive de Buenos Aires pour se poser à San Carlos de Bariloche. San Carlos de Bariloche, c'est une station touristique des Andes de ski à 1300 km au sud-ouest de Buenos Aires. D'accord. À l'instant où il s'apprête à atterrir,
Une panne d'électricité Une panne d'électricité plonge la ville dans l'obscurité et la piste aussi. Le pilote reçoit l'ordre de se mettre en attente pour quelques minutes avant d'effectuer son approche finale. Alors qu'il débute celle-ci, le pilote observe une étoile bizarre. Au même moment, le centre de contrôle met en attente un second avion qui arrive dans le secteur. Le vol AR-674, dont on parle, poursuit son approche, mais alors qu'il est en fin de virage, dans l'axe de la piste, un objet ressemblant à un gros avion apparaît sur son côté droit et vole parallèlement à lui. Frayeur des passagers. Cet objet possède 3 lumières, dont une rouge en son milieu. Les lumières de l'aéroport tombent de nouveau en panne. Le balisage de piste et la rampe d'approche s'étiennent également. L'avion en attente observe le même phénomène depuis sa position, le deuxième avion. Le pilote, ne pouvant effectuer son atterrissage, remet les gaz et effectue un nouveau virage pour se représenter dans l'axe de la piste. L'objet, devenu alors très lumineux, passe derrière l'avion, s'arrête, monte à la verticale, s'arrête de nouveau. Il repasse devant l'avion avant de disparaître définitivement dans l'extérieur des Andes. Ouf! L'équipage, les passagers ainsi que ceux de l'autre avion, les contrôleurs de l'aéroport et une bonne partie des habitants de San Carlos de Bariloche assistent médusés à cet insolite balai aérien. Alors, observation corroborée par de multiples observateurs indépendants, en vol ou au sol. Plusieurs minutes le phénomène, trajectoire variée, dont certaines épousent l'avion, celle de l'avion, et observation d'un phénomène électromagnétique, extinction des lumières de la ville et de l'aéroport, Alors, quand on a traité ce cas, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il allait foutre à San Carlos de Bariloche? Tu peux parler plus fort, j'entends pas très bien. Qu'est-ce qu'il allait faire à... Je vais me mettre par là. Voilà. Qu'est-ce qu'il allait faire à San Carlos de Bariloche, hein? Qu'on le retrouve à Lakenheath, la grande base britannique, ou que sur les bases nucléaires soviétiques, etc. Bon, on comprend qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais qu'est-ce que vient faire jusqu'au jour où nous avons appris que c'est à San Carlos de Bariloche que le dictateur Perón avait envoyé tous les savants atomistes nazis échappés d'Allemagne après la guerre. Et le centre atomique de recherche d'Argentine était là. Alors, qu'est-ce que signifie ce balai aérien bizarre? Est-ce que c'est information, intimidation, observation? On ne sait pas. Mais c'est pas niable. Alors, il y a des gens qui veulent refuser de considérer les ovnis en disant que c'est sans importance. Il y a des raisons qui nous font penser, et c'est pourquoi les Américains jouent un drôle de jeu. Bon, je vous ai dit, le rapport n'a jamais été mentionné dans aucun journal des États-Unis. En 1961, alors qu'il y avait déjà pas mal d'observations d'OVNI, les Américains ont pris une décision, une loi, disant un pilote, un capitaine de navire, quelqu'un, un fonctionnaire, qui voit un OVNI ne doit pas en parler à un journaliste. Et c'est interdit. Mais comme une interdiction ne vaut que par la sanction correspondante, on s'est penché sur la question, et là, on s'est dit, on va lui retirer 10% de son salaire mensuel, ou des choses comme ça. Pas du tout. La sanction, c'est 10 ans de prison. Non. Ouais. 10 ans de prison. Ouais. Alors, il y a quelque chose que les Américains savent et qu'ils ne veulent pas dire. Mais ils doivent le signaler aux autorités sans en parler. Oui.
Non, mais c'est Tu dois le garder pour nous, le signal. Non, au département de la Défense, au Pentagone. Alors, Aux journalistes. C'est pas un journaliste. on s'est penché sur la question d'où viennent les ovnis. Évidemment, pendant longtemps, on a cru que c'était des armes secrètes soviétiques. Ou américaine. Hein. Ou américaines. Oui, bon, maintenant, on sait que c'est pas ça du tout. Ah bon, c'est sûr ça? Ah oui, c'est sûr. On a cru quoi pendant longtemps? Que c'était quoi? Des armes Des armes soviétiques. secrètes. Oui, c'est ce que j'ai pensé. L'Américain, russe, tout ça. Oui, c'est ça. Mais évidemment, maintenant, la question se pose. Ça a des performances très largement supérieures aux meilleurs avions qu'on connaisse, hein, et de loin. Alors, secrète, on la montre. Bon. Alors, donc, il y a plein d'explications, la plupart ne veulent rien. L'explication populaire la plus répandue, ce sont des extraterrestres qui arrivent d'une étoile lointaine, qui viennent observer la Terre. Mais on a pensé aussi à la possibilité d'une ancienne civilisation terrestre. Alors, pourquoi? Eh bien, d'abord, commencer par regarder notre propre civilisation. Elle commence il y a environ 10 000 ans avec l'invention de l'agriculture. C'est le début du néolithique. L'agriculture permet de nourrir 10 fois plus de personnes que la chasse et la cueillette. Quand les Européens débarquent en Amérique du Nord, il y a 500 000 Indiens sur le territoire des États-Unis et du Canada qui vivent de la chasse et de la cueillette et qui se déplacent continuellement parce que c'est obligé et ils ne peuvent pas être plus nombreux. Alors qu'au Mexique, juste à côté, une civilisation beaucoup plus développée qui compte des millions de gens sur un territoire beaucoup plus petit. Hein, on voit bien l'importance du développement. Donc, le développement se fait lentement d'abord, hein, puis de plus en plus vite. Considérez les vaisseaux de Christophe Colomb. Je propose qu'on se déplace de ce côté pour... C'est un peu fort, oui, c'est sûr. On entend assez fort. C'est embêtant, ils auraient mal. Peut-être leur demander de parler un peu moins fort. C'est délicat. C'est bon? Non, mais tu parles un peu plus. Ici, on entend autant le bruit de là-bas que le là, j'imagine. Voilà un peu plus. Je continue. Alors, Si tu parles, tu vas les couvrir. ils vont se mettre à parler plus fort. Et tu ne voulais pas qu'il y ait le bruit du bouger de Si nouveau. c'était moi, je parlerais très fort. Et puis, quelqu'un ne parlait pas aussi fort, j'ai écouté vous parler fort, que je vais parler plus fort. Bon. Prenez un exemple, les caravelles de Christophe Colomb. Oui. Ah, les caravelles de Christophe Colomb. Ah, ben voilà. Ah bah voilà. Ça, c'est intéressant. Ah oui, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. C'est super intéressant. Bon, ça va. Eh bien, C'est dommage qu'il n'y avait pas le Concorde. ce sont des navires les meilleurs de leur époque, mais ils ne nous semblent pas tellement différents des navires de Pythéas qui explorent la Scandinavie pendant l'Antiquité, ou bien ceux du pharaon Néchao qui font le tour de l'Afrique au VIe siècle avant Jésus-Christ. Hein, bon, tandis que maintenant, ça n'a plus rien à voir. Et alors, nous avons lancé dans l'espace des cosmonautes. Hein, ils n'ont pas encore été tellement loin, mais on peut penser que si l'humanité ne s'autodétruit pas dans le siècle qui vient, eh bien, en 2100, il y aura des bases spatiales dans pas mal d'endroits, et peut-être 1000 cosmonautes vivant en dehors de la Terre. Francis, je te signale quand même que les Phéniciens ont fondé des comptoirs tout autour de la Méditerranée, juste en Israël. Ils ont fondé Carthage, comme tu sais, c'était 9 siècles avant Jésus-Christ. Oui. Quant aux Vikings,
on prétend que c'est eux qui ont découvert, pas l'Amérique vraiment, mais le Groenland. Voilà, donc ils savaient naviguer. Découvrir, ça ne veut pas dire être le premier à. Quant à Christophe Colomb, il pensait aller en Inde. Non, découvrir, ça veut dire rendre connu quelque chose. Parce qu'il y a eu des tas de voyages de fait, mais les marins voulaient garder le secret pour garder eux le monopole de la circulation à tel et tel endroit. Hein. Alors ça, c'est pas une découverte. Quand Christophe Colomb revient d'Amérique, plus personne n'a besoin d'aller découvrir l'Amérique. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, ou même avant, les Chinois avaient des navires immenses? Les Chinois, ils sont restés en mer de Chine, hein, faut pas... Ils seraient allés jusqu'en Afrique. Ils seraient allés jusqu'en Afrique. Ils ont été jusqu'en Afrique. Madagascar. Oui. Mais des navires qui avaient des milliers de... Non, mais il y a l'histoire du comte Kontiki. Bon, alors oui, je reprends. Et dans 2 siècles, après avoir mis 1000 cosmonautes dans les bases spatiales, il en a rappelé de 100 000, et dans 3 siècles, on ne sait pas. Bon, tout ça, ça dépend de comment on va vivre les siècles qui viennent. Ça dépend des hommes. Mais en tout cas, ça demande très peu de temps. Il paraît qu'il y a assez d'oxygène sur la Lune pour nourrir 6 millions d'habitants pendant 100 000 ans. Mais il faut l'extraire des roches, évidemment. Non, mais pour ça, on compte sur certains réacteurs nucléaires. Et puis on refera de l'oxygène à partir du gaz carbonique avec des plantes, avec des serres, etc. Vous avez dit l'oxygène pour nourrir? Non, pour respirer. Eh ben, j'ai vu dernièrement dans la revue La Recherche, je crois, un article qui a estimé que sur la Lune, il y a assez d'oxygène emmagasiné dans les roches, évidemment, hein, sous forme d'oxyde ou sous forme d'oxygène inclus, pour faire vivre 6 milliards d'habitants de 100 000 ans. T'as dit 6 millions. 6 millions, pardon, 6 millions d'habitants. Non, 6 Ouais, milliards. 6 milliards, c'est pas 6 milliards. 6 milliards d'habitants pendant 100 000 ans. Ouais. Mais pour l'extrait, d'abord il y a quand même une chose, la gravité de la Lune n'est pas suffisante pour maintenir l'oxygène, c'est-à-dire que dès qu'il est créé, il faudra le s'en va. éviter, parce qu'il risque de partir. Et deuxièmement, il faut beaucoup d'énergie pour l'extraire. Et là, évidemment, on ne peut compter que sur l'énergie nucléaire, pas sur des centrales à charbon. Tout à fait. Mais j'ai pas d'oxygène. Bon, Allez, on continue. alors, finalement, cette aventure est très courte. Hein, ça fait moins de 12 000 ans. Eh bien, l'idée, c'est que l'humanité est vieille de 3 millions d'années. L'Homo sapiens a déjà 200 000 ans. Est-ce qu'il n'y a pas eu une phase de civilisation il y a 50 000 ans? C'est ce que disent, 50 000 ans au milieu de la dernière glaciation. c'est ce que disent les 2 auteurs du matin des magiciens que tu connais. Oui, Qui dit ça? Qui dit ça? Le matin des magiciens, ce sont deux rédacteurs du Figaro qui avaient écrit il y a une trentaine d'années un bouquin qui s'appelle Le matin des magiciens. Oui, Powell, qui avait écrit Le matin des magiciens, où il décrivait. C'est vrai que, écoute, notre civilisation, elle a quelques siècles, quelques millénaires, ça remonte à l'Égypte, à la Mésopotamie. Mais l'humanité existe depuis 200 000 ans. Enfin, l'Homo sapiens. Bon. Qu'est-ce qui nous dit que ça n'a pas disparu? Et que la nôtre ne va pas disparaître pour redonner une autre civilisation en 2050. C'est possible. alors, le schéma que l'on voit, c'est il y a 50 000 ans, une phase de civilisation commence, se développe avec tout le temps nécessaire, hein, finit par envoyer des fusées dans l'espace, hein, se répandre, essaimer, moi, ben, pourquoi pas. En tout cas, tu n'as aucun argument. Et Je remarque ça, et installer des bases. ça s'est calmé à côté. Et puis alors, cette civilisation s'effondre pour une raison X, Y, Z. Alors là, on n'a que l'embarras du choix, hein, une guerre atomique. Mais même une pandémie géante
dû à des manipulations accidentelles de virus ou intentionnelles. Ce qui nous rappelle quand même à des événements très récents. Une météorite géante qui tombe dans le golfe du Mexique. Non, mais il y a la pollution, tout ce qu'on veut. Enfin bon. Oh, c'est une superbe théorie, celle-là. Et alors, les reculs de la civilisation sur la planète ne survivent plus que quelques gens dans les coins les plus reculés, les moins développés, etc. Et survivent aussi ceux qui sont dans des bases spatiales avec des moyens matériels très limités, mais des connaissances scientifiques très développées. Et alors, ils envoient des drones dans notre atmosphère pour savoir si la Terre est à nouveau habitable et pour savoir ce qui nous est arrivé. Peut-être même pourront nous influencer dans telle ou telle direction, ça, je ne peux pas savoir. Mais sur quoi on peut se baser? Parce que cette théorie est très belle. Ouais. Enfin, moi, je la trouve intéressante, en tout cas. Oui. Mais sur quoi on se base pour le dire, en fait? Quels sont les arguments que tu peux apporter pour dire que c'est possible? Avant que Francis réponde, je signale quand même qu'il y a une secte, qui est la secte raélienne, n'est-ce pas, qui prétend qu'en réalité, nous, les humains, nous sommes non pas des extraterrestres, mais nous sommes issus de manipulations génétiques d'anthropoïdes faites par, alors, les Elohim de la Bible, ils interprètent ça comme des extraterrestres, parce que Elohim, ça veut dire être d'en haut. Ces Elohim auraient manipulé des sous-hommes pour en faire des hommes, un peu comme dans l'huile du docteur Moreau, tu sais, où on prend des animaux, on les transforme en hommes. Voilà. Et ils prétendent, alors qu'il faut évidemment, alors il faut collecter des fonds pour accueillir ces Elohim lorsqu'ils reviendront, etc. Alors, évidemment, le gourou est un escroc qui prend cet argent pour lui et se construire des résidences secondaires un peu partout. C'est la secte raélienne. Bon, alors, donc les objections. Premièrement, s'il y a eu une civilisation développée il y a 50 000 ans, il devrait rester des ruines. Exactement. C'est ça. Bon, alors, il y a vraiment... C'est pas si évident que cela, parce que prenez une ville comme Babylone. Babylone est connue par 50 textes de l'Antiquité, hein, dont les descriptions d'Hérodote et de Strabon qui y ont été. Et puis, on a commencé à la chercher à la Renaissance. On a mis 3 siècles pour la trouver, à 100 km au sud de Bagdad. Pourtant, on savait qu'elle était au bord de l'Euphrate. C'était pas... On ne cherchait pas dans le pilier de ce qu'il y avait. Et les preuves archéologiques, c'est la fin du siècle. Alors, Christian, tu veux parler de quoi? Tu parles à Nadia. Des ruines qui datent non pas de 2000 ans, mais de 40 000 ans, c'est peut-être pas si évident à identifier. Mais il y a aussi autre chose. Il y a 50 000 ans, 40 000 ans, 30 000 ans, c'était le cœur de la glaciation, la dernière glaciation. Oui. Des Wurm 3 en Europe, Wisconsin en Amérique. Eh bien, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Plus bas. Oui. En gros, ça dépend des endroits, parce qu'il y a des subductions. Voilà comment ça remonte. Ah oui, d'accord, oui. Et ça remonte assez vite, et puis il y a des catastrophes. Quand par exemple la mer Noire se remplit d'un coup, parce que le niveau arrive à ce moment. Bon, on constate. On parle du réchauffement climatique, c'est une blague. Ça, c'est autre chose. Et on constate que dans toutes les civilisations, on vous parle de catastrophes genre déluge, paradis perdu, etc. Et ça, c'est aussi bien au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, en Afrique
et même chez les Amérindiens. Évidemment, ça marque les esprits, une catastrophe très grave. Mais les descriptions transmises oralement, ça change d'une génération à l'autre. C'est difficile. La fiabilité, oui, c'est ça. Et puis alors, comme c'était 120 mètres plus bas, les régions favorables, eh ben, c'est pas celles d'aujourd'hui. Ce sont des régions comme le fond du golfe Persique, des choses comme ça, qui sont sous l'eau. Donc on a du mal à trouver. Deuxième type d'objection. Eh bien les bases où ils sont réfugiés, on devrait les trouver. Encore faut-il qu'on cherche les endroits favorables quand même. Quand on pense à des bases spatiales, les gens pensent tout de suite la Lune, la planète Mars. Mais ce sont des déserts d'accès difficiles. Et alors que on pense que l'intérieur des petites planètes fournit à la fois toutes sortes de matériaux, la protection contre les radiations et autres problèmes, ou les météorites ou des choses comme ça, et un accès beaucoup plus facile. Donc on pense que ce serait plutôt là qu'il faudrait chercher. Quelle planète Quelle planète Les petites planètes entre Mars et Jupiter. Ah, les astéroïdes. Oui, c'est les astéroïdes, si vous voulez. Il y a par exemple La ceinture astéroïde. l'Europe, satellite de Jupiter, est couvert d'une épaisse plaque de glace qui fait Il y a de l'eau en dessous, c'est que de l'eau. Alors là, eh bien, la glace est un matériel facile à travailler par fusion. Elle fournit de l'eau et de l'oxygène. Alors, bon, on oriente la recherche comme ça, mais je ne dis pas qu'on soit prêt de trouver. Et la troisième type d'objection, c'est mais enfin, qu'est-ce qu'ils veulent? Excusez-moi. Je t'en prie, tu veux un peu d'eau? Il y a un petit verre d'eau là, regarde. Comme dit Hawking, ils ne sont pas intéressés par nous. Comme dit Stephen Hawking, ils sont venus, mais c'est pas intéressant. Donc. Ça serait très Parce que nous, on intéressant. trouve des fourmis, on s'en trouve plus. Ça serait très intéressant si ces cousins pouvaient entrer en communication avec nous. Mais mettez-vous dans leur peau. Des gens qui ont de grandes connaissances scientifiques, ça c'est sûr, mais des moyens très limités. Eh bien, quel jugement peuvent-ils porter sur nous? Est-ce qu'on entre en communication avec des oiseaux pareils? Oui, parce que dit Stephen Hawking, c'est zozo. Ben, On est tellement nuls qu'ils ne s'intéressent pas à nous. pensez donc que d'abord, la majorité de l'humanité vit dans des dictatures. La question ne pose pas. Mais même les démocraties, qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, on s'est pilonné, bombardé, exterminé, déporté, j'en passe, jusqu'au beau milieu du XXe siècle. Et puis après, on a construit les arsenaux de l'équilibre de la terreur. C'est pas quelque chose de moralement magnifique. Enfin, donc, on comprend qu'ils aient une certaine tendance à se dire vaut mieux pas révéler notre existence et nos refuges à de pareils individus. Alors voilà où on en est à peu près maintenant. Je ne peux vraiment pas vous dire ce que ça va donner dans le futur. Mais je pense, moi, que cette hypothèse a de très solides bases. Donc une ancienne civilisation
qui aurait fait des progrès beaucoup plus importants que nous, qui serait allé s'installer sur un astéroïde. À peine plus. À peine plus. À peine